Nostalgie. Roche Dizem, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Fatigué. Faut dire aux auditeurs et aux internautes aussi que c'est la dernière interview de la journée. Ouais, c'est vous arrivez toujours en un peu dernier, compliqué. c'est pas de chance. Hein. Non. C'est pas de chance. La promo, c'est quelque chose que vous appréciez ou pas du tout ? C'est quelque chose que j'accepte. Ok. On apprécie, oui, parfois, en fait, ça dépend de vous. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a des journalistes qui ont parfois des questions qui sont enrichissantes et qui, parfois même, nous font mieux comprendre le travail qu'on vient d'accomplir à travers les questions. Donc, ça dépend de vous. Ok, vous me mettez la pression là. Vous êtes en Belgique pour présenter ce film Chocolat. Ça tombe plutôt pas mal, même si ça n'a rien à voir. Belgique étant le pays du chocolat, on n'avait pas fait exprès ça. Non, mais vous savez, il y a 2 jours, on était en Suisse et on nous a dit la même chose. Même donc chose, on sait ouais. bien que... Roche Dizem, le cirque, c'est quelque chose qui vous tentait depuis pas mal de temps ou vous êtes tombé dedans un peu par hasard ? Oui, c'est un peu, enfin, ni l'un ni l'autre, mais on va pas dire que le cirque c'était quelque chose qui me tentait. Vous savez, moi, j'ai grandi, j'ai une génération où le cirque pour nous c'était des tentes ambulantes avec un tigre malade et un éléphant qui boitait. Donc j'avais une image du cirque qui n'était pas celle que peut avoir par exemple l'acteur du film James Thierry, qui lui a une approche sacralisation du métier du cirque. Et effectivement, quand on vous le transmet comme ça, vous le voyez autrement. En plus, il a un héritage génétique il a qui de tenir, puisque, on peut le dire, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin. Et c'est vrai que le cirque, vu sous cet angle-là, il prend toute son ampleur. Et là, vous réalisez à quel point ça peut être magique. Mmh. Ça ne pouvait être que lui, finalement, qui incarne ce rôle en France. Oui, parce qu'il est devenu la valeur ajoutée au film. Le cirque, c'est quelque chose que Omar Sy, moi-même, les producteurs avons découvert à travers ce projet. Et qui mieux qu'un enfant du sérail, puisque sa mère vient du cirque, son grand-père vient du cirque. Un enfant du sérail pouvait interpréter le rôle de Foutit, c'est-à-dire le rôle du clown blanc. Et il a apporté sa connaissance, il a conçu les numéros, et surtout il a emmené avec lui Omar, et il l'a fait travailler sur le clown, donc il l'a changé physiquement, il l'a fait même sur la voix, toutes ces choses-là. Il a fait un travail magnifique que je n'aurais pas su faire. Ouais. Vous parlez, puisqu'on parle de James Thierry, c'est vrai que vous parlez des numéros qu'il a créés. C'est une des contraintes, une contrainte de riche d'ailleurs que vous avez dit dans une autre interview lors du tournage, c'est qu'il y avait tellement de bonnes choses à filmer que lors du montage c'était un peu compliqué de savoir quoi garder. Très compliqué parce que quand j'ai demandé à James d'élaborer les numéros, il m'a dit tu en veux combien ? Alors j'ai fait une liste, je lui ai dit voilà les numéros et voilà les thèmes. Donc on a à peu près 4-5 numéros. Il me dit quelle durée ? Je lui ai dit on est au cinéma, donc un numéro au cinéma, à son maximum c'est 4 minutes. Il me dit d'accord. Et puis en fait il me présente que des numéros qui durent 15-20 minutes. Et je lui dis c'est trop. Il me dit je sais pas faire autrement. Okay. Donc je te présente ça et tu en fais ce que tu veux. Donc on a fait comme ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé avec un problème de riche parce que c'était riche d'idées, mais également en intensité, en émotion, en rire. Donc j'en ai retiré le sucre, si vous voulez, du travail effectué par Omar Sy et James Thierry à travers les numéros qu'ils nous ont présentés pendant toute cette semaine de tournage où je leur ai demandé d'être en représentation devant un public. Et nous, avec la technique, on s'est complètement adapté à eux pour leur donner un maximum de liberté. Alors il y a effectivement tous ces numéros qui, soit dit en passant, les auditeurs qui viendront des spectateurs pourront les découvrir. Ils sont originaux aussi. On n'a pas toujours. C'est ça aussi la prouesse, c'est de se dire que ils n'arrivent pas avec des choses qu'on a déjà vues 15 fois à la télé. Non. Mais c'est la force de James parce que c'est un fou. C'est un génie. Donc il a des idées magnifiques. Mais surtout, ce qui est important, c'est que chaque numéro raconte l'évolution du couple à travers les années. C'est-à-dire que c'est ça qui a été intéressant sur ma table de montage, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter ces 2 hommes, puisque le film raconte l'histoire de ce couple, avant tout, et surtout ça commence d'un dominant-dominé, et ça évolue vers une émancipation naturelle de l'Auguste, donc de Chocolat. Ouais. Et chaque numéro raconte de façon évolutive cette émancipation voulue par l'autre.
Alors, émancipation, c'est vrai que c'est un terme, à mon avis, qui convient bien à votre film, puisque vous le racontez, c'est l'histoire du couple, c'est l'angle que vous avez voulu prendre aussi, puisque, on peut le dire, c'est basé sur une histoire vraie, Oui, bien sûr. ce premier clown noir de l'histoire. Mais bon, voilà, c'est un libre... vous décrivez ce film de manière assez libre par rapport à la version purement historique. La version purement historique, si vous voulez, on a quand même très peu d'éléments. Mhm. Il reste très peu de choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un historien qui a fait un travail de fond, Gérard Noiriel, mais suite à ça, on a des trous dans l'existence des deux hommes assez importants, de plusieurs mois, voire de quelques années. Donc il a fallu réinventer et fictionner cela. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai conçu mon film autour de ce couple et autour de leur histoire. Et j'ai raconté ça comme une histoire d'amour, avec tout ce que ça a de sulfureux, de compliqué, de conflictuel et de complicité également. Donc, et puis j'ai raconté aussi l'histoire d'un homme qui voulait qu'on l'accepte non pas comme un sous-homme ou comme un guignol, mais qui voulait qu'on le considère comme un homme. Et c'est le combat qui va mener tout au long de ces années et qui va le mener là où vous savez, vous qui avez vu le film, mais je ne vais pas raconter la suite. On ne dit rien. Cette incarnation par Omar Sy, c'était une évidence pour vous ? C'était d'autant plus une évidence que c'était un acteur qui a été pressenti avant même qu'on développe le scénario, mais c'était d'autant plus évident qu'il y a des analogies entre Raphaël Padilla, donc dit Chocolat, et Omar Sy. Sont tous les deux des stars. Ils sont un peu seuls dans leur domaine, c'est-à-dire que Omar a souvent été considéré comme la première star noire en France. Or, c'est faux puisqu'il y a eu Chocolat avant. Mais ce statut dans lequel se trouve, il y a forcément des parallèles évidents. Et puis, il y a le parcours. Mmh. Le parcours aussi de vouloir être considéré comme un artiste à part entière. Pendant longtemps, Omar a voulu se battre contre l'idée qu'il ne soit qu'un comique et donc l'amuseur public. Et grâce au film Intouchable, il a pu prouver qu'il avait une palette beaucoup plus large que celle qu'on voulait bien lui laisser imaginer. Oui, puisqu'il y a aussi toute cette ascension sociale aussi, qui ne plaît pas à tout le monde dans le Paris du 19e. Justement, l'époque... pour vous qui avez déjà réalisé plusieurs films, c'est aussi quelque chose de nouveau, puisque c'est un film historique. Vous avez dû vous replonger dans le 19e. Ça a amené aussi pas mal de contraintes ? Oui, mais surtout quand on parle d'une époque, le début du siècle dernier, 1900, c'est quand même le Paris dans toute sa splendeur. Et je dirais même, on est en pleine expo universelle. On est dans un empire colonial qui se développe à une vitesse incroyable. Voilà, c'est le grand Paris et c'est donc qu'on appelait la belle époque, avec tout ce que ça implique en termes d'architecture, de costumes notamment et d'invention. Le premier métro, les premières voitures, toutes ces choses-là. Donc oui, c'était un travail de fond en termes de documentation des plus intéressants. C'est le travail le plus important que j'étais amené à faire pour un film. Mais c'est terriblement passionnant. On a l'impression de travailler comme des chercheurs grâce à mes chefs de poste, le chef décorateur ou le chef costumier, enfin le chef costumière en l'occurrence, une Belge d'ailleurs. D'accord. Il y en a d'autres d'ailleurs. Ouais. On peut citer Olivier Gourmet. Olivier Gourmet, oui. Il y a toujours des Belges dans mes films. Il n'y a que des Belges. Regardez bien, il y a toujours des Belges. Donc voilà, mais ça c'était vraiment la partie passionnante avant tournage. Ces recherches-là, et ces recherches aussi de texture, de couleurs, et puis le choix des tissus également, et de faire des travaux de caméra pour voir la façon dont ça ressortait, et de s'inspirer de toiles aussi de l'époque. Ça m'a beaucoup plu. J'irais rattraper les lacunes des cours que j'avais manqués à l'époque où j'aurais dû suivre. Justement, par rapport à vos précédents films en tant que réalisateur, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent ? Bon, similaire, il y a le thème finalement, ce thème du racisme qu'on a l'impression... Plus que du racisme, je parlerais de l'exclusion. Ouais. C'est beaucoup plus profond pour moi. Parce que le racisme, on est plusieurs à se prétendre non racistes. Mais dès qu'on parle d'exclusion, on se rend compte que, quelque part,
Nous-mêmes, on a été souvent les acteurs d'une exclusion d'une personne pour des préjugés, peu importe lesquels. Ouais, ça touche beaucoup Donc, plus de ça monde. touche En beaucoup fait. plus de monde. Et c'est, je trouve, beaucoup moins, je dirais, péjoratif que le racisme. Il y a quelque chose de plus concret quand on parle d'exclusion et donc de discrimination. Et c'est un thème, effectivement, qu'on retrouve régulièrement dans mes films. C'est voulu. Oui, de façon inconsciente, mais je dois dire que quand je me retourne et que j'analyse un peu mon travail, je me dis, il va falloir que quand même tu assumes tout ça, parce que c'est vrai que ça revient régulièrement. Alors évidemment, entre le 19e et 2016, il y a un chemin qui s'est effectué, mais il y a quand même quelques similitudes et un message qui peut être retiré de ce film aujourd'hui, selon vous? Oui, bien sûr, parce qu'inconsciemment, il y a toujours dans les films, même si on fait un film d'époque, un écho à la société actuelle, et ça, qu'on le veuille ou non. Donc, mais les messages, ils sont multiples. À travers le film, je crois qu'il est... C'est prétentieux de dire ça, mais je crois qu'il est tellement riche qu'il y a plusieurs messages. Mais s'il y en a un que j'aimerais transmettre, c'est celui justement du dialogue. Parce que c'est un film qui amène la réflexion. Et la réflexion amène à échanger avec l'autre. Et donc de tendre une main et de dire, discutons, on n'est pas d'accord, mais on peut échanger nos idées. Peut-être que tu repartiras en gardant tes idées et moi les miennes. Mais le fait d'avoir échangé, il y a un aspect pacifique qui n'est pas indéniable, c'est-à-dire qu'il est vraiment important, cet aspect-là. Et le dialogue, actuellement, il a été rompu. Et c'est important de le renouer. Mais voilà, peut-être que grâce à votre film, en tous les cas, pas mal de spectateurs vont avoir ce petit déclic ou iront plus loin dans leur réflexion. Discuter entre vous, échanger, c'est ça qui est important. N'ayez pas peur de l'autre et acceptez l'autre tel qu'il est. Ne lui demandez pas d'être façonné à votre image. C'est ça qui est important. L'amitié, c'est ça. On ne parle pas d'amour, on parle d'amitié. L'amitié, c'est je t'apprécie tel que tu es. Et ça, c'est important. On va se quitter là-dessus. Évidemment, juste pour terminer, il faut que ce soit réciproque. Ben, ça l'est en tous les cas après cette interview. Merci beaucoup, je disais. Merci à vous, merci.